Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de messieurs Laurent Cordonnier et Jordan on dit Melmiès ou Melmis Melmiès. Donc Jordan Melmiès, économiste, et qui figure parmi les co-auteurs du rapport « Un capitalisme sous perfusion, mesures, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises », publié en mai 2022 par le Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique, le CLERC, et l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct, et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 431-13, 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie tout d'abord de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Aucun. Prenez le micro, s'il vous plaît. D'accord. Peut-être faut-il dire alors en toute transparence que cette étude à laquelle vous avez fait référence a été financée par l'IRES dans le cadre de moyens attribués par le gouvernement et à la demande, l'étude a été faite à la demande de la CGT. Je vous donne acte. Je ne sais pas si c'est un conflit d'intérêts. Je vous invite maintenant à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi, au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui pour recueillir vos principaux constats résultant de votre rapport collectif sur les aides publiques aux entreprises de 2022. Quelle est la définition retenue pour les aides publiques aux entreprises dans votre rapport, un capitalisme sous perfusion de mai 2022? Pouvez-vous justifier ce choix? Que pensez-vous des 4 périmètres identifiés par France Stratégie pour définir les aides publiques aux entreprises dans son rapport sur la politique industrielle de 2020? Les aides publiques aux entreprises sont-elles suffisamment suivies, contrôlées et évaluées? Quelles sont, selon vos analyses, les aides dont l'efficacité est avérée et quelles sont celles qui présentent une efficacité insuffisante? Et enfin, disposez-vous d'éléments pour comparer la pression fiscale et sociale exercée sur les entreprises en France et dans les principaux pays de l'OCDE? Vous apporterez des réponses à ces différentes questions dans un propos liminaire de 20 minutes, puis notre rapporteur Fabien Gay vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Et enfin, les membres de la commission qui sont présents, de la commission d'enquête qui sont présents, pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Donc, on va se partager le propos pour moitié-moitié. Je vais rappeler donc quand même que nous sommes 2 présents, mais que le fruit de notre travail est notre travail est le fruit d'une collaboration avec l'ensemble de nos collègues qui figurent dans la liste des auteurs du rapport. Pour commencer donc sur la question du chiffrage dans notre rapport,
La question qui nous avait été posée, c'est tout d'abord d'essayer de lister et de donner un chiffre derrière le montant des aides publiques aux entreprises en France. J'ai pu, en visionnant un peu les auditions précédentes, je pense que vous avez perçu toute la difficulté de ce type de mission. Ce que nous avons fourni dans le rapport, c'est un budget composite. Donc en fait, il est composé de plusieurs éléments. Il y a tout d'abord des dépenses budgétaires, donc des subventions, mais il y a aussi des renoncements à prélever, c'est-à-dire un ensemble d'exonérations de cotisations sociales ou d'exonérations fiscales, ce qu'on appelle plus communément les niches fiscales. Donc en fait, notre budget composite, c'est un ensemble de plusieurs éléments qui essayaient d'aller investiguer cette question particulièrement compliquée de chiffrer les aides publiques aux entreprises. Alors, on s'est permis de redonner une citation de Alain Etchegoyen, qui était l'un des derniers président du commissariat général au plan, qui disait c'est un travail d'explorateur, tant les aides publiques aux entreprises constituent une sorte de jungle encore vierge, dans laquelle l'État lui-même hésite à s'aventurer ou s'aventure dans les hésitations. Donc ça date de 2003, mais en fait, en 2022, 20 ans plus tard, la question était toujours aussi importante. La manière dont nous avons procédé, c'est pour chiffrer notamment les renoncements à prélever. Ça a consisté à aller regarder et lister ces renoncements à prélever qui sont répertoriés dans les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, en distinguant deux choses, donc c'est PLF et PLFSS, liste un ensemble de mesures, et il y a les mesures qui sont appelées les mesures classées et les mesures déclassées. Les mesures classées, ce sont des mesures qui ont explicitement une vertu, une intention incitative. Les mesures déclassées, pour leur part, ce sont des mesures qui ont plutôt une visée technique. Alors essentiellement, les mesures déclassées, en général, ce sont plutôt des mesures qui cherchent à éviter les doubles impositions ou les doublons dans le système fiscal. Donc notre chiffrage, il a présenté de manière un peu large tout ce qui existait, mais on s'est beaucoup centré à la fin sur un périmètre qui retenait essentiellement les mesures classées, parce que explicitement, ces mesures avaient une intention incitative auprès des entreprises. Dans notre travail de définition d'un périmètre, on a réalisé un certain nombre de corrections dans les données. Alors on a exclu par exemple les mesures destinées aux particuliers employeurs, parce qu'on considérait que ce n'était pas vraiment des mesures à destination des entreprises. Et surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'extraire de ces données qu'on a récupérées depuis le début des années 1980. Je rends hommage au travail d'un de notre doctorant qui est allé aux archives rechercher les anciens projets de loi de finances pour récupérer les données. Nous avons extrait de ces données, nous avons supprimé de ces données toutes les mesures qui, à un moment donné, ont été classées, puis sont passées dans le champ des mesures déclassées. Donc en fait, le chiffrage que nous avons fourni, c'est en fait une espèce de chiffrage un peu minimaliste. On nous l'a un peu reproché, mais on peut dire la chose de la manière suivante, qui extrait un peu une tendance structurelle des aides publiques aux entreprises, et notamment des renoncements à prélever. C'est-à-dire qu'on a écarté a posteriori toutes les mesures qui, à un moment donné, ont été considérées comme incitatives, mais qui se sont retrouvées plus tard du côté technique. Donc nous n'avons gardé que les mesures dans les renoncements à prélever qui ont, en permanence depuis 40 ans, relevé du champ des mesures incitatives. Alors le chiffre auquel nous aboutissions, vous l'avez donc sous les yeux, donc on arrivait en 2019 à un peu moins de 157 milliards d'euros, tout confondu. Donc on additionne à la fois les dépenses budgétaires, donc là ce sont des dépenses concrètes, par exemple des subventions. On a les dépenses socio-fiscales, là ce sont les exonérations de cotisations sociales, et puis on a les dépenses fiscales, là ce sont les exonérations fiscales, ce qu'on appelle parfois les niches fiscales. Cette tendance, elle s'est poursuivie jusqu'à présent. Donc là, notre chiffrage s'arrête en 2019, mais les chiffres qui circulent depuis sur d'autres études confirment la tendance, enfin la continuation de cette tendance. Les arguments mobilisés qui président depuis plusieurs décennies à la mise en place de ces aides sont de plusieurs ordres. On peut en isoler trois. Tout d'abord, alléger le coût du travail. Deuxièmement, améliorer la compétitivité extérieure des entreprises françaises. Et troisièmement, soutenir l'innovation, notamment soutenir les dépenses de recherche et développement. On peut dire ça, ce sont un peu des objectifs en quelque sorte intermédiaires. Ils ont pour objectif final de stimuler l'emploi, de rétablir ou de stimuler le commerce extérieur par les exportations.
et de stimuler la dynamique d'innovation des entreprises françaises. Donc quand on liste un peu les arguments qui sont mobilisés et qui ont présidé à la mise en place de ces œuvres, on trouve en général ces trois types d'arguments. La conclusion à laquelle la conclusion que nous avons identifiée, c'est que ces dispositifs, à nos yeux, n'ont pas atteint leur objectif final. L'exemple le plus saillant concerne le CICE. Je pense que la Commission a déjà pu aborder la question. Alors nous n'avons pas donc dans notre étude mené d'évaluation propre en ce qui concerne l'ensemble de ces dispositifs. Nous avons un peu rappelé que l'ensemble de ces études, en général, aboutissent au mieux à des résultats sur l'emploi faibles. Alors, la question, c'est est-ce que ces dispositifs ont eu un effet ? Ces dispositifs, en général, ont toujours eu un effet, c'est-à-dire qu'il y a toujours des emplois créés par ces dispositifs, encore qu'il existe certaines études qui ont abouti à l'idée, par exemple pour le CICE, d'un effet nul sur l'emploi, mais en général, il y a un certain nombre d'emplois qui sont créés. Simplement, la question de l'efficacité, alors j'ai vu un collègue de l'OFCE il y a quelques jours qui distinguait bien l'efficacité de l'efficience, c'est que les emplois créés le sont en général à un coût très important pour les deniers publics. Donc les études, par exemple, sur les dispositifs comme le CICE, on va dire que l'évaluation la plus optimiste, je rappelle que nous n'avons pas mené d'évaluation, on a un peu répertorié ce qui se faisait, ces évaluations aboutissent dans une logique optimiste à peu près 80 000 € par an par emploi créé ou sauvegardé. Donc 80 000 € par an pour un emploi créé ou sauvegardé pour le dispositif du CICE. L'étendue, la variation entre les différentes évaluations, elle peut varier, mais 80 000 €, c'était, on va dire, l'évaluation à peu près, entre guillemets, la plus optimiste. Donc ces dispositifs, ils ont eu un effet, mais ils l'ont eu à un coût très important pour les finances publiques. Dans notre rapport, nous n'avons pas fait d'évaluation. En revanche, nous avons quand même mené des simulations macroéconomiques. Alors, ça n'a rien d'une évaluation, mais simplement, ce sont des simulations de modèles macroéconomiques dans des conditions extrêmement généralistes, mais qui nous ont quand même amené à la conclusion qu'en général, les exonérations d'impôts et les baisses de fiscalité sont toujours dominées macroéconomiquement par rapport aux mesures qui seraient soit conditionnées strictement à des créations d'emplois ou soit concrètement conditionnées par rapport aux mesures de commande publique directe, en fait. Donc ce ne sont pas des évaluations, mais en général, macroéconomiquement, on retrouve bien un résultat qui existe également. En fait, nous permettons de signaler aussi une chose qu'on signale dans le rapport, c'est que, au contraire, un certain nombre d'effets pervers et un certain nombre d'effets secondaires de ces mesures ont été signalés, pas par nous, mais un certain nombre d'effets ont été signalés. Parmi ces effets, tout d'abord, le fait que ces mesures ont incité à privilégier des emplois peu qualifiés, notamment parce qu'une partie de ces mesures était très ciblée sur les bas salaires, au détriment des emplois qualifiés, ces emplois qualifiés qui sont, eux, en général, porteurs d'innovation et de montée en gamme. Conséquence de cela, il y a une étude qui a quand même signalé qu'il pouvait y avoir des effets négatifs sur les performances à l'export, tout simplement parce que ça pèse sur la capacité de l'économie à rivaliser en termes de concurrence hors prix, en fait, en termes de concurrence qualité. Et puis, dernier élément, je pense que c'est un des éléments qui doit vous préoccuper au premier degré. Ces mesures pèsent sur les comptes publics et sur les comptes sociaux, ils pèsent sur les finances publiques. Alors, ces mesures d'aide publique aux entreprises que nous avons chiffrées, elles représentent à peu près 6,44% du PIB en 2019, donc on est à peu près à 6,5%. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça pèse sur les finances publiques, mais en fait, ce qui s'est aussi et également produit, c'est que ces mesures ont été en fait compensées d'une autre manière par de la fiscalité sur les ménages. Et quand on regarde les ressources de la protection sociale en pourcentage du PIB, on s'aperçoit que depuis un certain temps, il y a un certain nombre de mesures qui ont, entre guillemets, pris le relais, en tout cas qui sont montées en puissance. Alors, dans le graphique que vous avez, on voit notamment la courbe en jaune, c'est celle qui se distingue le plus des autres. Ce sont les impôts et taxes affectés. Et au sein des impôts et taxes affectés, ce qu'on a identifié essentiellement, c'est la CSG et la taxe sur les alcools et tabacs. Donc en fait,
Ces aides publiques aux entreprises, elles pèsent sur les comptes publics, mais en fait, elles préfigurent une réorganisation de l'architecture fiscale et de l'architecture macroéconomique, c'est-à-dire qu'il y a un transfert également entre guillemets, du coût et du support de ces mesures sur la fiscalité des ménages. Pour terminer cette première partie du propos, sur la question de ces aides sont-elles suivies, contrôlées, évaluées ? Alors nous dirions, comme vous l'a précisé l'inspection générale des finances il y a 2 jours, si je me souviens bien, elles sont sans doute contrôlées au sens où l'administration fiscale contrôle l'éligibilité des entreprises à ces dispositifs. En tout cas, nous n'avons pas d'éléments à apporter sur ce point du contrôle, du point de vue du contrôle fiscal. Sont-elles suivies et évaluées ? Je pense qu'on serait d'accord, et je pense que quels que soient les économistes que vous auriez en face de vous, ils vous apporteraient ce type de réponse pour dire qu'elles sont peu suivies et peu évaluées, en partie à cause de leur complexité. Mais ce qu'il faut dire, c'est par exemple sur les dispositifs importants comme le CICE, il y a eu un comité de suivi qui a évalué et qui en général a donné des résultats très pessimistes sur l'efficacité réelle du dispositif. Il y a eu le comité, le CPO, le comité sur le prélèvement obligatoire, qui à un moment donné avait réalisé un travail de suivi dont on s'est en partie inspiré pour reprendre un certain nombre de mesures. Mais en fait, la plupart du temps, ces dispositifs de suivi, ce sont des dispositifs plutôt sporadiques qui parfois s'arrêtent avant de reprendre. Mais donc il n'y a pas quelque chose de systématique. Donc il apparaît très souhaitable à nos yeux que ces dispositifs puissent être répertoriés par une instance unifiée, c'est-à-dire il serait souhaitable qu'on puisse se connecter sur un site, sur le site de l'INSEE. On ne peut pas aujourd'hui se connecter sur le site de l'INSEE et aller télécharger une série qui nous dirait voilà le montant des aides publiques aux entreprises en France. C'est quelque chose qui serait souhaitable d'en faire une catégorie statistique en délimitant un périmètre potentiellement bien plus fouillé et complexe que le nôtre et arbitré également politiquement. Par exemple, une commission nationale des aides publiques. Je pense que c'est une question du rapporteur qui nous sera posée ensuite, mais donc ce serait tout à fait souhaitable de ce point de vue-là. Je passe la parole à Laurent Cordonnier pour la suite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, je vais traiter 5 petits points, mais qui sont peut-être pas si petits dans leur portée économique et politique. La première chose à laquelle je voudrais m'intéresser, c'est la ligne de défense qui est souvent produite par plutôt les économistes ou les commentateurs qui essayent de justifier l'énormité de ces sommes, de ces montants d'aide publique. La ligne de défense qui est assez générale consiste à dire bon, ces 157 milliards en fait ne sont que la contrepartie ou sont la contrepartie d'un système fiscal particulier à la France qui prélève beaucoup d'argent sur les entreprises. Et donc, en comparaison internationale, nous serions les champions des prélèvements obligatoires sur les entreprises et il ne serait pas anormal de ce simple point de vue qu'il y ait des efforts qui soient faits dans l'autre sens pour soutenir nos entreprises. Alors, il est vrai que si on procède, j'allais dire de manière un peu sommaire, à des comparaisons internationales, bon, on en a fait d'autres qu'avec la France, on pourra vous envoyer qu'avec l'Allemagne, on pourra vous envoyer les données, mais de toute façon, le mieux, c'est de se comparer avec l'Allemagne. Bon, il est vrai que si on mène cette comparaison avec l'Allemagne, on s'aperçoit que les prélèvements obligatoires sur les entreprises françaises, si on cumule les cotisations employeurs, si on cumule les impôts sur la production et sur les importations et les impôts courants sur le revenu, bon, donc ces prélèvements obligatoires rapportés à la valeur ajoutée des entreprises, en France, on est plutôt sur un plateau de 25% de montant des PO, et en Allemagne, on est plutôt sur un plateau de 15%. Donc si on s'arrête à ce premier coup d'œil, effectivement, on aura toujours le même constat. Bon, oui, la France reste un des pays qui prélève le plus sur les entreprises. Alors, il y a déjà 2 choses à remarquer à ce niveau-là. C'est que les
cotisations employeurs sont comptées dans tous ces raisonnements comme des prélèvements obligatoires. Alors évidemment, on ne peut pas s'y soustraire. Bon, mais est-ce qu'en termes économiques, ça suffit pour les qualifier de prélèvements obligatoires? C'est plutôt du salaire, bon, ou du coût du travail. Donc il est salaire différé ou indirect, bon, ou affecté, et ça fait partie du coût du travail, ça c'est incontestable, on peut pas l'enlever. Mais comme dans d'autres pays, il en va différemment dans le financement de la sécurité sociale oui, essentiellement de la sécurité sociale et pour une large part les retraites. Bon, ça rend les choses un peu incomparables. Bon. Pardon ? En Suède, mais aussi en Allemagne, il y a des différences avec l'Allemagne. Il y a une grande partie de la retraite. Les Suédois utilisent principalement, enfin, leur financement du système social est principalement financé par les impôts de production. Oui. C'est ce qui fait la grosse différence. Oui, et aussi quand les retraites sont principalement, enfin, quand il y a une tranche publique, mais qu'il y a un fort ajout d'une tranche par capitalisation par les assurances privées. Alors là, ça introduit des fortes différences entre les pays. Donc, bon, voilà, c'est très délicat de faire entrer les cotisations patronales sans phrase, disons, dans les prélèvements obligatoires. Et la deuxième remarque sur ce graphique, c'est que c'est effectivement les impôts à la production qui constituent la plus grande part de la différence qui reste, puisque en Allemagne, c'est à peu près 1% de la valeur ajoutée. En France, c'est plutôt 5 points de valeur ajoutée. Quant aux impôts sur les revenus des entreprises, ils sont un peu plus faibles en France qu'en Allemagne, 1 point de différence de valeur ajoutée. Je suppose que c'est... Mais une fois qu'on a dit ça, il faut remarquer aussi assez rapidement que l'écart entre les taux de prélèvement français et ceux de l'Allemagne, cet écart s'est considérablement resserré depuis quasiment une dizaine d'années. Hein. Il n'est plus du tout ce qu'il était encore 10 ans auparavant. On est passé à peu près de 11 points de valeur ajoutée à 8 points de valeur ajoutée. Mais surtout, quand on rajoute les systèmes d'aide qui sont fournis aux entreprises, on descend plutôt en dessous de 7 points de valeur ajoutée. Et j'insiste encore, parce qu'on a pris en compte dans ce calcul les cotisations employeurs. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut retirer de cette comparaison pour l'objectif politique qui est au principe de ces allègements fiscaux et sociaux? L'objectif principal, depuis une dizaine d'années, c'est la compétitivité de l'économie française. Bon. Or là, si on prend les comparaisons sur cet objectif politique, nous sommes dans un mouchoir de poche avec l'Allemagne. Aujourd'hui, le coût salarial horaire de la main-d'œuvre, il est de 37,9 € en France, il est de 37,2 € en Allemagne, en moyenne, hein, évidemment, c'est une moyenne générale. Et surtout, parce que ça ne suffit pas ça pour comparer la compétitivité, il faut prendre le coût salarial par unité de produit, comme ça on prend en compte la productivité horaire des travailleurs. Et quand on examine les choses au niveau de ce coût salarial par unité de produit, on s'aperçoit que, en comparaison de ce que c'était en 96, donc il y a pratiquement maintenant presque une trentaine d'années, eh bien, les évolutions de ce coût salarial par unité de produit en sortie, c'est-à-dire prix aujourd'hui, nous laissent à peu près au même niveau par rapport à l'Allemagne que ce que c'était au début de la période. Bien sûr, il y a eu la période de modération salariale très forte en Allemagne qui a fait qu'à un moment donné, le coût salarial par unité de produit était plus faible en Allemagne, mais aujourd'hui, ça a été rattrapé. Et surtout, ce qui est assez remarquable, c'est que dans l'industrie, ce sont les courbes bleues et vertes du graphique de droite, l'évolution des coûts salariaux par unité de produit ont été très similaires pendant toute la période entre l'Allemagne et la France. Et donc, ceci ne peut pas expliquer
enfin, ou alors il faudrait faire de très gros efforts rhétoriques, le renversement du commerce extérieur de la France sur cette période. Parce que pendant toute cette période, on est passé d'une position d'excédent commercial, pas seulement avec l'Allemagne, avec l'ensemble de nos partenaires, à une position très déficitaire. Bon. Et pourtant, ceci ne peut pas s'expliquer par l'évolution de ces coûts salariaux. Je laisse ça de côté pour l'instant, mais il convient vraiment de l'avoir présent à l'esprit. Alors, que dire de l'utilité finalement de ces aides? Bon, elles n'ont pas rétabli la compétitivité de l'économie, elles n'ont pas amélioré ou permis de réindustrialiser sensiblement l'économie française. À quoi ont-elles servi finalement? Essentiellement, à notre avis, c'est ce que nous avons produit comme analyse dans le rapport de la CGT, elles ont servi plutôt de béquille du capital, comme on a dit, ou de capitalisme sous perfusion, c'est-à-dire qu'elles ont plutôt soutenu la rentabilité des entreprises dans un contexte macroéconomique que nous appelons un régime d'accumulation en Europe qui est dépressionnaire depuis une trentaine d'années, encore plus depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire une concurrence entre nous au sein de l'Union européenne qui se fait sur la base de la chasse aux coûts, et en particulier aux coûts salariaux, alors que nous aurions pu, et rien ne l'empêchait, nous organiser au contraire pour avoir de manière coopérative des dynamiques macroéconomiques qui auraient fait que les profits se font mieux par l'extension de la demande adressée aux entreprises que par la chasse aux coûts, parce que la chasse aux coûts, c'est un jeu à somme nulle. Une fois que l'un a gagné la partie, l'autre essaie de la regagner. Quand il a regagné, l'autre essaie de la regagner. C'est sans fin, la chasse aux coûts et à la compétitivité. Alors qu'on aurait pu s'organiser pour générer de manière coopérative une demande globale plus dynamique, et c'est ce que nous n'avons pas fait. Donc dans ce contexte-là, effectivement, les entreprises françaises ne sont pas les mieux armées dans la compétition internationale, compte tenu de leur position à l'export, compte tenu de leur effort de recherche, développement et d'innovation. Et donc oui, elles menaçaient de dévisser et elles étaient plus faibles en termes de rentabilité. Donc notre conviction, c'est que ces aides n'ont pas eu forcément, et Jordan l'a dit, les effets attendus sur les objectifs qui étaient allégués politiquement, l'emploi, l'innovation, la compétitivité, mais elles ont servi plutôt à soutenir la rentabilité de nos entreprises. Troisième chose importante que je voudrais souligner, mais Jordan en a déjà dit quelques mots, le montant de ces aides et le fait qu'elles ont été dirigées principalement pour alléger la fiscalité des entreprises a provoqué un fort report sur les ménages. C'est au niveau de l'effort fiscal et social des ménages que c'est très visible. Alors, c'est très visible, c'est relatif. Donc, le chiffre, le graphique de gauche, le chiffre, je pense, commence à 20% ou 21%. Et on gagne à peu près 3 points de pourcentage par rapport aux revenus primaires reconstitués des ménages. Donc ce sont les ménages qui ont vu leur fiscalité et leur charge sociale augmenter, pendant que les entreprises restaient en termes de prélèvement sur un plateau, modulo quand même la bosse de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Et ça, c'est un fait marquant, il n'y a pas de secret. Pour une part, sans doute, ça n'a pas facilité le montant de ces aides, leur doublement ou leur triplement, ça n'a pas facilité l'équilibre budgétaire, l'équilibre des finances publiques. Donc les finances publiques en ont supporté la plus grosse part, mais les ménages également. Alors, je ne vais pas être trop long, je vais indiquer quand même que des pistes existent selon nous, mais je suppose que ça va faire partie de nos échanges. Des pistes existent selon nous pour réformer significativement ce système, de manière à le rendre sans doute plus efficace et moins coûteux. Et parmi ces pistes, je suppose aussi qu'on va en discuter plus longuement, la conditionnalité de ces aides.
Alors, mais au moins, je pense, vous allez l'entendre ou vous l'avez déjà entendu, il y a peut-être pas un consensus, mais quand même un large accord parmi les économistes, y compris ceux qui ont évalué, par exemple, le CICE, qui est la toute dernière tranche des aides accordées aux entreprises, transformées en baisse de cotisation sociale pérenne. On a autour de 24 milliards par an. La plupart des économistes disent que les exonérations sociales au-delà d'1,6 fois le SMIC ne servent à rien. Bon. Et donc là, tout de même, nous, c'est un point sur lequel on tient toujours relativement ferme. Ça veut dire qu'on peut récupérer à peu près en masse d'exonération fiscale et sociale. Le total, c'est 75 milliards d'euros par an, hein, les derniers chiffres. On peut quand même récupérer 20 milliards qui, au bas mot, ne servent pratiquement pas à grand-chose, peut-être même à rien. Bon. Alors, nous n'avons pas les moyens d'évaluation de l'URSSAF ou de Bercy, donc les 20 milliards, c'est un peu un calcul de coin de table. Enfin, il y a parfois de bons calculs de coin de table. Je ne peux pas vous dire précisément à plus ou moins 2 si c'est le bon chiffre, mais c'est un ordre de grandeur quand même qui est à prendre en considération. Et pour une fois, j'allais dire qu'il y a consensus chez les économistes, il serait disons, dommage de ne pas le signaler. L'autre grande piste, d'une manière générale, c'est la conditionnalité des aides publiques. Et ça, on avait proposé des pistes dans le rapport. Conditionnalité, tout dépend du mode opératoire, en fait, de cette conditionnalité des aides. Alors, il y a sans doute des choses à faire pour que cette conditionnalité soit d'une certaine manière ex-ante et générale sur certains plans. Par exemple, c'est plus politique qu'économique, mais on peut se dire qu'il n'y a pas de raison d'attribuer des aides ou des exonérations de cotisations sociales sans phrase à des entreprises qui ne respecteraient pas, par exemple, certaines lois, y compris, par exemple, l'obligation d'embauche des travailleurs handicapés. Bon. Donc, c'est un élément dont on peut se saisir pour dire non, mais il faut vous mettre en règle. Après, ça dépend de la volonté du législateur, mais on sait qu'il y a encore des branches qui ont des minima salariaux en deçà du SMIC. Ben, on pourrait quand même le mettre dans la balance dans la reconduction d'un certain nombre de dispositifs. Bon. Donc, c'est des propositions aussi d'efficacité, hein, parce qu'on peut récupérer de l'argent sous cet angle-là, mais ça peut être un angle. Quant à la conditionnalité de manière générale, nous, on avait proposé qu'elle se fasse, en tous les cas, avec les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, qu'elle se fasse sur une base contractuelle. Bon. Entre l'État, qui distribue de l'argent public, et les entreprises qui l'utilisent. Je suppose aussi qu'on va en reparler. Ça ne veut pas forcément dire conditionner l'octroi ou le maintien des aides à des objectifs uniquement en termes d'emploi, voire même d'emploi. On peut se saisir de beaucoup d'indicateurs de RSE, de gouvernance, de qualité sociale de ce qui est fait dans l'entreprise, de qualité environnementale de ce qui est fait dans l'entreprise, pour contractualiser le versement des aides et le faire sur la base d'indicateurs qui puissent être suivis. Et il y en a. Les indicateurs de RSE sont extrêmement nombreux. Ceci, à notre avis, devrait se faire, bien entendu, sous l'égide des parlementaires. Bon, c'est du domaine de la loi, du budget. Donc, il devrait y avoir une instance ou un dispositif qui puisse être chargé au moins de superviser ce processus de contractualisation. Et on peut tout à fait imaginer que ce soit un processus qualifiant pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'être uniquement dans le contrôle tatillon. Il s'agit au contraire d'une espèce d'exercice d'intelligence collective qui peut s'adapter au cas par cas des entreprises, qui regardent où sont les marges de progrès et pourquoi on ne les utiliserait pas, qui pourrait être pluripartite. Bon, avec les directions d'entreprise, le CSE, des experts, des fonctionnaires des grandes agences de développement nationales ou régionales. Voilà une des propositions. Et puis peut-être des choses plus marginales.
Mais supprimer, par exemple, les exonérations portant sur les heures complémentaires, c'est quand même quelque chose qui pose question. Pourquoi encourageons-nous les heures supplémentaires de cette manière-là? Et puis, mais j'arrête là. Peut-être. Alors, c'est juste une réflexion. Mais ce serait bien que vous donniez votre avis sur le sujet. Peut-être aussi parce que, en cas de nécessité de production supplémentaire temporaire, qui peut être en plus gênée par une... Je vais essayer d'être le plus en rondeur possible dans mes expressions, gêné par genre de pénurie de la main-d'œuvre pour certaines tâches. Ça peut être incitatif à faire des heures en plus pour répondre à une demande ponctuelle nécessaire à l'entreprise sans qu'elle soit pour autant dans le long terme. Et parce que mon rapporteur va pas être forcément content de ce que je vais dire, mais parce qu'on a quand même un système qui est assez bloquant par le biais du CDI fermé définitif dans l'embauche aujourd'hui, qui fait que vous n'avez pas tellement de souplesse. Et vous pouvez avoir, et de plus en plus dans l'activité industrielle ou peu importe, quelle que soit l'entreprise, des pics d'activité et des creux d'activité. Et peut-être que l'incitation au recours à l'heure supplémentaire par le biais de la défiscaliser ou de l'exonérer en partie de cotisation, à la fois pour l'entrepreneur, mais aussi à la fois pour le salarié, peut revêtir un intérêt quand même, quoi. Dès l'instant où c'est utilisé avec parcimonie et bon escient. Parce qu'au-delà de ça, il y a un autre sujet, mais c'est pas le sujet là. Mais à ce compte-là, posons-nous la question du temps de travail. J'arrête là mes provocations. On est tout à fait d'accord sur l'utilité des heures complémentaires. Faut inciter à les faire si on veut que ce soit fait. Puisqu'on n'a pas le droit de les obliger. Donc il y a un moment... Oui. Excusez-moi, mais l'expression un peu triviale, mais on n'attire pas non plus des mouches avec du vinaigre. Oui. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Bon, alors on vous promet qu'on va regarder les chiffres. Est-ce que ça a beaucoup varié? Est-ce que ça a beaucoup varié l'usage des heures supplémentaires à partir du moment où on les a défiscalisées? Parce que ça existait quand même avant, hein, les heures supplémentaires. Donc voilà, mais comme on peut pas y répondre, je ne peux pas y répondre spontanément, mais ça peut être un sujet qui, voilà. Et puis non, j'allais terminer en disant que... D'autant plus, je suis désolé, j'insiste un peu là-dessus, mais d'autant plus que, enfin, moi j'écoute aussi ce qui se dit, et on dit beaucoup qu'il y a une modification du rapport qu'on peut avoir avec le travail. Et donc on est peut-être dans une période où travailler davantage, avec un chèque plus important à la fin du mois, etc., est moins une préoccupation, une priorité globalement que ça ne l'était à une époque. Si on remonte à quelques décennies en arrière, vous alliez voir vos salariés, vous disiez les gars, on a un gros coup de bourre, on a besoin de vous. Par contre, à la fin du mois, bim, ça tombe. Ça répondait ça répondait assez facilement. Aujourd'hui, avec une volonté d'une qualité de vie, de détente, c'est moins incitatif de seulement dire à ces salariés, aux travailleurs, on a un pic, venez bosser, vous allez voir, ça va tomber à la fin du mois. Il faut s'adapter aussi. Pardon, je vous ai coupé votre... Qu'on prolonge sur cette question-là, parce que je pense qu'elle est un petit peu en lisière de notre sujet. Donc je voulais conclure la présentation liminaire en disant que, et ça pourra venir dans notre discussion, il y a peut-être mieux à faire pour soutenir la compétitivité des entreprises que de passer par les aides. Bon, et là, ça ouvre, à mon avis, une grande porte, c'est-à-dire une politique industrielle, et surtout dans le nouveau contexte géopolitique qu'on a sous les yeux, les politiques de réindustrialisation, de compétitivité ou d'ajustement des relations commerciales, à l'avenir, on
peut avoir la conviction que ça passera de moins en moins par la question des aides, ou alors ça risque d'être sans fin, et un puits sans fond. Donc il faut imaginer d'autres manières de procéder, et je pense que c'est plus important que, à la limite, faire du réglage fin sur les systèmes des aides publiques. Merci, merci messieurs, merci monsieur Melmiès, merci monsieur Cordonnier. Je suis une toute petite. Enfin, c'est pas trop le chemin que je viens voir moi quand je regarde, enfin que je vois quand je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, parce qu'on fait partie d'un système, on fait partie du monde, quoi. Quand je vois les milliards de soutien pour les rendre plus compétitives qui sont faits aux entreprises par l'administration américaine, en Chine, où on est capable de subventionner à tel point que des voitures électriques produites de l'autre bout du monde arrivent chez nous malgré des surtaxes entre guillemets européennes d'entrée sur le territoire européen à 20 ou 25%, sont encore moins chères que des voitures produites chez nous, tellement elle s'est dopée à l'argent public là-bas. C'est pas le chemin qu'on en prend, quoi. Et on fait partie du même monde. Mais nous sommes là tout à fait d'accord. Ça veut dire que on ne peut pas envisager la suite de cette compétition. À un moment, on atteindra une limite. Par une réponse. C'est combien? Encore 200 milliards de plus d'aides? Enfin, qui va les sortir? Je pense que là, on est à la limite. Il faut vraiment réinventer autre chose. Bon. Je laisse la parole à notre rapporteur, parce que je serais tenté après d'en venir aussi au système social, etc., qu'il faut bien financer, etc. Donc, merci, Monsieur le Président. Très bavard. On est deux bavards. Mais c'est deux sujets qui nous... Mais ça nous passionne. Voilà. Et je vous remercie à tous les deux, en tout cas, de vos propos introductifs. Et je partage avec vous un premier questionnement, mais aussi avec mes collègues, parce que moi, j'évolue avec la commission d'enquête. On apprend beaucoup de choses. Par exemple, on me disait, moi j'étais un fervent soutien du contrôle des aides publiques. Mais derrière le mot contrôle, je vois bien, on y mettait tous pas forcément la même chose, y compris moi l'audition de l'IGF m'a fait bouger. Parce que les inspecteurs généraux sont venus, du contrôle. Mais nous, on parlait plutôt de suivi. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver. Moi, il y a une première question, c'est l'éligibilité. Et ce qu'appelle l'administration fiscale le contrôle. Est-ce que l'entreprise est éligible ou pas à tel dispositif? Voilà. Et ça, c'est bien fait. Voilà. En France, c'est bien fait. C'est l'administration fiscale qui dit si c'est éligible ou pas. Et en plus, si vous avez fraudé sur votre éligibilité, vous êtes sanctionné. Redressement. Ça fonctionne. Voilà. Moi, je vais garder le mot éligibilité. Voilà. Deuxièmement, conditionner. Et là, vous introduisez quelque chose qu'on a déjà entendu dans notre audition. Là, pareil, c'est conditionner et critériser, pas la même chose. Une fois qu'on est éligible, il y a des conditions. Par exemple, on en parlait comme ça avec le président, et je pense que peut-être que ça pourra nous mettre d'accord, collectivement. Moi, il ne me semble pas anormal que lorsqu'on a de l'argent public, on reçoit de l'argent public, en subvention directe ou en aide indirecte, on respecte les lois françaises. Bon, voilà. La question que vous portez sur le handicap, d'autres ont dit l'égalité salariale femmes-hommes, le respect environnement, enfin bon, mettons-nous les lois françaises. Et là, le Parlement, ici, on a des débats, on n'est pas toujours d'accord, il y a des votes, et après, bon, ma sensibilité politique est souvent en désaccord ici, puisque nous sommes dans l'opposition et minoritaire, mais une fois que la loi est votée, je la respecte. Non mais je veux dire, quoi qu'il arrive, elle est la nôtre, collective. Donc je pense que ça, c'est une question à poser. Moi, je parle de ça, la conditionnalité. Après, il y a un troisième truc, c'est critériser. Alors là, j'en viens. Est-ce que vous êtes d'accord que on critérise assez un peu plus finement? C'est-à-dire, parce qu'il y a souvent des déclarations politiques, on va faire l'emploi, on va faire la compétitivité, etc. Et certains nous disent, attention, ne rentrez pas trop dans des critères extrêmement durs, parce qu'après, comment on va les évaluer, etc., etc. Par exemple, sur l'emploi, on voit que c'est compliqué. D'autres nous ont dit la compétitivité. On a reçu M. Gallois en disant, moi j'étais pour le CICE sur la compétitivité, mais c'est vrai que c'est difficile même à mesurer, voilà, à trouver son efficacité. Donc est-ce que vous êtes d'accord de critériser sur les questions d'emploi, transition numérique, transition écologique, peu importe. Puis après, j'entends une dernière chose, il y a suivre, évaluer, ça aujourd'hui on ne fait pas. Non.
Parce que, voilà. D'ailleurs, je vous pose la question, vous n'avez pas parlé. Quel est votre chiffrage, à vous, des aides publiques et quel périmètre vous retenez? Parce que là, on a eu les aides directes, chiffrage global, aides directes, aides indirectes, est-ce qu'on associe les deux? Certains nous ont parlé, l'INSEE, de plancher à 70 milliards. L'IGF nous dit 88 milliards que sur la subvention directe. Si on ajoute les aides indirectes, notamment les exonérations de cotisations sociales, c'est autour de 88 000. Donc, on pourrait faire un package à 170. Puis, il dit, si on y ajoute beaucoup de choses, on est entre 200 et 250, chiffre qu'on n'a plus entendu. Donc, quel est le vôtre et quel périmètre? Parce que ce n'est pas le même. Suivre, évaluer. Et après, si on voit que ça rate sa cible, est-ce que vous êtes pour sanctionner? Et quel type de sanctions peut-on imaginer? La deuxième question, dans votre rapport, vous évoquez la distribution de dividendes aux actionnaires des entreprises qui bénéficient d'aides publiques. Et vous le savez, on a notamment déclenché cette commission d'enquête parce que le contexte qu'a rappelé Monsieur le Président, le contexte social d'entreprise, touche des aides publiques, verse des dividendes et la même année licencie. Est-ce que vous avez une idée sur cette question? Je profite, M. Fargeau n'est pas là, un de nos collègues. Il a eu une idée, je la reprends, mais je dis que c'est la sienne, hein, parce qu'elle peut devenir nôtre d'ailleurs, en disant pourquoi pas, avant de verser des dividendes, l'entreprise, elle soustrairait le niveau d'argent public qu'elle a touché. Ce que je ne partage pas, tu l'as compris. Je le sais, mais je reprends l'idée de Daniel. Il n'y a pas de rapport. Voilà, mais pourquoi pas, en disant, voilà, ça serait plus net, 10 millions de chiffre d'affaires, 2 millions d'argent en public, on commence à parler autour de 8 millions, et puis après, on décide du niveau, est-ce que c'est une idée, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne prends pas la troisième question de l'administration, je remercie une nouvelle fois, parce que Monsieur le Président l'a prise, comment faire face à cette agressivité entre les États-Unis et la Chine? C'est un débat, non? Attends, il n'y a pas de problème, on fait tout à deux, donc tout va bien, mais je vous propose. Et enfin, seriez-vous favorable à la création d'une structure dédiée au contrôle des aides aux entreprises, sur le modèle, par exemple, de la Commission nationale des aides publiques aux entreprises, qui a été créée en 2001 et puis qui a disparu en 2002. Voilà, je vous remercie. Et puis j'aurai une toute petite dernière question, mais déjà on répond à ça. Et merci, Monsieur le Président, aussi. Merci, merci, Monsieur le rapporteur. Voilà, je vous laisse répondre tous les deux avec... bon, c'est pas une cachotterie que de dire que sur certains points, on ne partage pas forcément la même position avec le rapporteur, mais il y a quand même un sujet, c'est sûr, verser des aides publiques à des entreprises qui ne respectent pas la loi, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question à un moment, comment on peut envoyer des amendes à des entreprises, d'un côté, qui ne respectent pas la loi dans certains domaines, comment on peut interdire de répondre à la commande publique, aux appels d'offres publics, à des entreprises qui sont, par exemple, qui ne sont pas à jour de certaines cotisations, qui ne correspondent pas à la loi au niveau de certaines choses, et tout de même leur verser des aides publiques. Là-dessus, moi qui suis, je ne fais pas un coming out ou une révélation quand je vous dis ça, plutôt homme de droite et plutôt libéral, c'est vrai qu'il y a quand même des questions à se poser. Merci. Oui, ça me permet de rebondir tout d'abord sur le périmètre France Stratégique. J'ai oublié dans mon avant-propos. Nous, notre périmètre et notre chiffrage, de toute façon, il reste là. C'est les 157 milliards qu'on a chiffrés. Alors, notre périmètre, il diffère. Alors, si on parle des 80 plus 80, je pense que c'est les chiffrages plus récents. Donc on aurait 80 de dépenses socio-fiscales, 80 de dépenses fiscales, et on rajoute les dépenses budgétaires. Donc on serait... Ouais, en 2019, hein, par contre. Donc voilà, là, c'est les chiffres de 2019. C'est ce que là, on rajoute aussi les dépenses budgétaires. Donc, mais, pardon, pour bien comprendre, 160, c'est aide directe, subvention, oui, plus exonération de cotisation. Plus exonération fiscale, type niche fiscale, etc. Donc, en rouge, les dépenses socio-fiscales, ce sont les exonérations de cotisation sociale. D'accord. En bleu, les dépenses fiscales, ce sont les exonérations fiscales. Le crédit d'impôt. Oui, je fais attention parce que le crédit d'impôt, par exemple, dans le chiffrage, on a dû faire très attention parce que si on n'y prend pas garde, il est compté deux fois. Il est compté dans les dépenses fiscales et dans les dépenses budgétaires. Donc on ne l'a compté qu'une seule fois. Et je pense qu'on l'a compté dans les dépenses fiscales, le crédit d'impôt.
Donc c'est des choses qu'il faut... En fait, c'est ça aussi le travail qu'on a fait. C'est assez consolidé et surtout, par exemple, je pense que quand le chiffre actuel des 80 milliards circule, c'est un chiffre, par exemple, de l'ensemble des dépenses socio-fiscales. Sauf que, encore une fois, nous, dans notre chiffrage dépenses fiscales et dépenses socio-fiscales, on a retiré toutes les dépenses qui, à un moment donné, étaient considérées comme incitatives et qui avaient basculé un jour ou l'autre dans l'aspect technique, rétrospectivement, en fait. Donc, on a un chiffrage qui est probablement en deçà de la réalité statistique brute telle qu'on pourrait la compter aujourd'hui. Donc souvent, je dis, voilà, en fait, c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est une lame de fond. C'est le sens de la marée, quoi. C'est pas le mouvement des vagues, c'est le sens de la marée. Et là, on n'a rien du tout concernant les aides des collectivités, si, aides européennes, les aides des collectivités sont dedans. Alors, donc, par exemple, ça... Comment ? Ah oui. Donc, par exemple, si je compare avec les 4 périmètres de France Stratégie, le périmètre le plus large, il compte tout, y compris les dépenses qu'on dit déclassées, c'est-à-dire celles qui sont à vocation technique. Nous, on se situe, si on devait comparer, à proximité de leur périmètre numéro 3, parce qu'ils retirent les dépenses déclassées et ils retirent, ça m'échappe d'un seul coup, mais donc on est sur le périmètre numéro 3. Dans leur périmètre numéro 4, ils retirent un supplément de mesures, notamment les exonérations de cotisations sociales sur les hauts salaires. C'est difficile de superposer notre chiffrage au leur, mais on va dire que si on voulait un élément de comparaison, on n'est pas loin de leur périmètre numéro 3. Voilà. Et donc là, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à la fois les dépenses budgétaires de type subvention et les renoncements à l'impôt, mais dans les renoncements à l'impôt, on a vraiment ce que le législateur a conçu comme étant des mesures incitatives. Voilà. Et donc, c'est une mesure à minima. Voilà. Sur la question éligibilité, donc, comme je le disais, nous n'y revenons pas. L'administration fiscale vérifie l'éligibilité. Vous avez compris que nous sommes favorables au conditionnement. Alors la différence entre conditionné, critérisé, on n'a pas forcément un point de vue très technique à fournir sur cette question. La manière dont on l'aborde, c'est quand même de dire que lorsqu'on mobilise des fonds publics, parce que ici que ces fonds soient dépensés directement ou qu'ils soient simplement, ce soit des fonds que l'on renonce à prélever, ce sont des budgets publics, donc ce sont des deniers publics. Il nous semble raisonnable de considérer qu'on peut vouloir avoir en échange ce qu'on voulait au départ. Alors, la question de sanctionner si le dispositif rate sa cible, je ne sais pas si on se prononcerait là-dessus. Je pense que ce sont des mesures incitatives. Je pense que ce qui doit être envisagé, c'est de dire que si la mesure rate sa cible, il faut sortir de la mesure tout simplement, sans forcément sanctionner. Je n'ai pas forcément d'avis sur la question, mais ça semblerait particulier de sanctionner des entreprises qui n'ont pas répondu à l'incitation initiale dans la mesure où c'était juste incitatif. Simplement, il faut une bonne manière d'éviter d'avoir à sanctionner, c'est de conditionner dès le départ, c'est ce qu'on dit. Et si je reprends un peu l'échange que vous avez eu en fin de présentation sur cette question des heures supplémentaires, c'est tout l'intérêt d'une structure qui serait chargée de piloter, de contractualiser et de gérer selon les arguments qui sont jugés recevables et pertinents pour l'activité économique, d'accepter ou pas tel ou tel type de dispositif. En fait. Donc en fait, vous étiez, je pense, tout à fait sur une question qui peut se regrouper sous l'égide d'une instance qui piloterait l'ensemble de ces dispositifs. Nous en parlions. Je pense que nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, on est régulièrement soumis à un certain nombre d'incitations. Une certaine partie de notre rémunération est désormais constituée de primes qu'on nous octroie pour un certain nombre d'années. Nous devons monter des dossiers pour montrer qu'on a fait le travail qu'on exigeait de nous en échange. Bon, tout simplement, si on n'a pas fait ce travail en échange, on prend le risque qu'un jour on nous dise que cette prime ne nous est plus allouée et qu'on sort du dispositif. Donc en fait, plutôt que de sanctionner, je pense que déjà conditionner dès le départ et puis envisager par exemple des dispositifs transitoires. Il suffirait d'envisager déjà que les dispositifs ne soient pas forcément pérennes dès le départ et qu'ils puissent être soumis à des clauses de revoyure ou à des clauses d'un certain nombre d'années en disant voilà,
Si vous faites tel ou tel type de dépense, eh bien, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt pour tel type d'un certain nombre d'années. Et puis, on réexamine les choses au bout d'un certain nombre de 4 ou 5 ans. Sur la question, la guerre commerciale qui vient États-Unis-Chine, je pense que, certes, on peut se dire que ce qui arrive, c'est une guerre commerciale à coup de subvention, mais en fait, il ne faut pas perdre de vue que l'ensemble de ces questions, notamment de compétitivité, s'est posé entre partenaires européens et entre partenaires de la zone euro. Et donc, je pense que face à cette guerre commerciale qui vient, il va probablement être urgent de cesser de se toiser les uns les autres au sein du groupe auquel nous appartenons ensemble, à coup de qui a 2 points de cotisation en plus ou qui a 2 points de prélèvement en moins, parce que le risque, c'est quand même d'être tout simplement absorbé complètement, purement et simplement dans cette guerre commerciale qui vient et qui est d'un enjeu et d'une ampleur tout autre que ces simples problèmes de désalignement de compétitivité intra-partenaires européens, et essentiellement France-Allemagne. Et pour terminer, peut-être après tu pourras poursuivre sur les dividendes. Alors, j'ai entendu justement en regardant les auditions la proposition de soustraire du bénéfice qu'on pourrait distribuer les aides publiques. Alors, on n'a pas d'avis éclairé pour l'instant parce que il faudrait vérifier ce que ça changerait fondamentalement. Est-ce que ça changerait grand-chose? Alors, en fait, la question des dividendes, j'ai vu que dans les auditions, c'est quelque chose qui vous intéressait particulièrement. Je pense qu'il y a un aspect souvent qui émerge, c'est l'aspect opinion publique. Ce qu'on peut parfois penser, c'est qu'une entreprise, si on a besoin de mettre des aides, c'est qu'elle éprouve un certain nombre de difficultés. Et souvent, ce qui apparaît un peu choquant aux yeux de l'opinion, c'est qu'on se dit, si en fait elle a fait du profit au point de distribuer tel montant de dividendes, c'est que finalement, il n'y avait pas forcément besoin des aides. La raison pour laquelle on pointe souvent les dividendes, c'est que c'est la rémunération des détenteurs d'actions. Et quand même, on a tenu avec l'ensemble des rédacteurs du rapport à rappeler une chose. Il faut être très vigilant sur cette notion de dividende qui rémunère les détenteurs d'actions, qui financerait les entreprises, parce que même pour un pays comme la France, on a pris le soin, je remercie notre co-auteur Thomas Dallery, qui a pris soin de recompiler des données plus récentes. En réalité, les marchés d'actions, même pour un pays comme la France, contribuent peu au financement de l'investissement des entreprises. Alors quand on regarde les émissions d'actions des entreprises cotées, quand on regarde les émissions brutes par rapport au montant de l'investissement, c'est relativement faible. C'est de l'ordre de 10 à 15. On a eu un passage à 20% en 2020 avant de retomber à des montants relativement faibles. Et en fait, comme les entreprises rachètent massivement leurs actions, on a régulièrement des années où le compte entre les émissions d'actions moins les rachats d'actions est négatif. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des années, et c'est le cas d'un certain nombre de pays dans le monde, dans lesquels tout simplement les émissions nettes d'actions sont négatives. Et donc en fait, le marché des actions n'a pas contribué au financement des entreprises ces années-là. Oui, mais de fait, le fait d'émettre des actions, il ne faut pas oublier que les entreprises en rachètent également. Et du coup, quand on verse des dividendes, on ne voit que l'aspect financement de l'investissement brut, qui est déjà faible, en fait, qui est déjà de l'ordre de 10-15%. Et quand on prend en compte les rachats d'actions, on tombe à 2, 3, 4%, voire négatif dans un certain nombre de pays. En fait, les États-Unis sont dans le négatif depuis les années 90, par exemple. Donc, c'est pour ça que cette question-là se pose, sans qu'on prenne forcément position à ce stade sur la question. Mais c'est la raison pour laquelle cette question se pose, c'est que le versement de dividendes en lui-même ne crée pas de compétitivité supplémentaire pour l'entreprise. Il n'améliore pas sa position en termes de compétitivité coût. C'est pas parce qu'on verse des dividendes qu'on est moins cher que le voisin. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et sur la structure, je termine. Donc, voilà, j'en avais répondu, mais je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir. Donc, il y avait cette commission d'aide publique qui a eu une durée de vie d'1 an à peu près. Donc, on n'avons pas pu voir si elle avait eu le temps d'émettre ou de produire quelque chose, mais ce serait tout l'intérêt d'avoir une structure probablement parlementaire. Merci. Ah, pardon, vous vouliez, M. Cordonnier.
Oui, je voudrais en venir à la question des critères et en particulier éventuellement conditionner les aides à l'emploi, puisque c'est une préoccupation. Je crois que toutes ces questions, et y compris celle, faut-il continuer à verser des aides à des entreprises qui versent des dividendes, ne se poseraient pas dans un système où l'octroi des aides est contractualisé. Puisqu'à ce moment-là, il y a tout à fait moyen, bon, d'abord de contractualiser pour une durée à durée déterminée. Bon. Et dans ce cas-là, si l'entreprise ne remplit pas des objectifs sur lesquels elle s'est engagée en concertation avec la puissance publique, ça peut être, disons, une transaction discutée raisonnablement à l'aune de ce que peut faire l'entreprise. On n'est pas obligé de mettre des critères qui ne peuvent pas être respectés. Il y a moyen de contractualiser sur des bases mutuellement intéressantes pour l'État. Si l'entreprise ne remplit pas ses objectifs, le contrat n'est pas prorogé au bout de la 4e année ou au bout de la 5e année. Je crois que ce serait vraiment l'avantage d'un système comme celui-là, c'est-à-dire l'État verse des aides en disant pour quelle dynamique d'amélioration sur tel ou tel plan ou sur tel critère ou indicateur de RSE, parfaitement mesurable, puisque les entreprises les utilisent déjà, ces critères, et donc parfaitement contrôlable en termes de contrôle d'exécution. Et ben si on procède ainsi, je pense bien sûr, il peut toujours y avoir dans l'opinion publique le suspect que l'argent public a été utilisé pour distribuer des dividendes. Mais enfin, si au moins l'argent public a été utilisé pour que l'entreprise atteigne les objectifs, ça met quand même les choses sur une meilleure allure. Critériser par rapport à l'emploi, c'est difficile, hein. Je pense que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Ça paraît presque impossible de mettre des clauses en termes de création d'emplois, de maintien de l'emploi à long terme, parce que les entreprises sont soumises à la conjoncture, elles sont soumises aussi aux variations des donnes politiques, elles sont soumises à des catastrophes et des accidents et des chocs, comme on dit généralement. Et puis, on peut pas les empêcher complètement d'avoir des stratégies qui peuvent changer et faire des embardées à certains moments. Donc, c'est presque impossible à prouver que tels emplois ont été créés grâce aux aides et non pas par une dynamique économique qui s'est améliorée ou par un pur effet d'aubaine. Bon, tout ça reste éminemment difficile à prouver. Par contre, il y a d'autres choses qui sont tout à fait objectivables et que l'entreprise peut améliorer indépendamment de la conjoncture. Elle peut programmer sa stratégie de décarbonation et l'écrire noir sur blanc et on peut le suivre, j'allais dire, un peu indépendamment de la conjoncture. Oui, je sais bien qu'il y a quand même un tout petit peu de flexion, mais les critères d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ça peut être suivi très objectivement par ceux qui contractualisent. La pression qui est exercée, l'emprise qui est exercée sur les sols, ça peut être contrôlé. Éventuellement les dégâts ou au contraire l'entretien de sa biodiversité, ça peut être contrôlé. Dans beaucoup de domaines, l'Europe, je crois, en a compté plus de 150, établi plus de 150. On peut construire des indicateurs de type RSE. Ils existent déjà d'une certaine façon. Ce serait plutôt au Parlement, aux parlementaires, de dire bon, quel est le panier qu'on retient, et nos négociateurs, ceux qui sont mandatés par les parlementaires pour aller négocier avec les entreprises, voilà, ils ont une batterie de 20 ou 30 indicateurs de marge de progrès qui peuvent négocier avec les entreprises. Et on peut y aller sur cette base-là. Et je pense que ce serait tout à fait intéressant à la fois pour l'État et pour les entreprises. Et ce serait donc pas typiquement un processus uniquement de contrôle au sens est-ce que vous avez bien rempli les choses. Non, on regarde tout ce qu'il est possible de faire et là où les marges de progrès sont les plus importantes, avec les salariés et avec des experts. Ce serait sans doute plus intéressant, mais ça nécessite, à mon avis, justement une organisation encore plus importante qu'une simple instance de contrôle, quoi. C'est l'action sur le terrain.
Les régions ne sont pas loin de ça tout de même quand elles font des aides aux entreprises, puisque la plupart du temps c'est sur une base de contrat ou de convention. Et il y a du contrôle d'exécution. Alors c'est vrai que souvent les objectifs sont standardisés, hein. C'est des formules de contrats prêt-à-porter, si j'ose dire, qui portent sur l'investissement, qui portent sur l'immobilier, qui portent sur la transmission, etc. Si on veut pas faire du prêt-à-porter, c'est un petit peu plus lourd. Bon, il y a peut-être des problèmes qui se posent avec la DG Concurrence de l'Europe, parce que les aides publiques, faut qu'elles s'inscrivent dans des régimes qui ont été validés par la DG Concurrence. Bon, peut-être que là, il y a des verrous à faire sauter, mais un tel système qui concernerait peut-être 5000 établissements de taille intermédiaire et 250 grandes entreprises, c'est peut-être gérable. C'est peut-être gérable. Alors, je sais, peut-être certains vont crier à la bureaucratie. Ça dépend dans quel état d'esprit c'est fait. Bon, ça dépend vraiment comment on travaille l'État, les entreprises, les salariés, les experts ensemble. Ça peut ne pas être un moment bureaucratique. On connaît des instances d'évaluation qui ne sont pas sur ce registre de travail avec leurs partenaires. Voilà, je pense. Je ne sais pas si on a fait le tour de. Notre rapporteur, encore une ou deux petites questions qu'il m'a dit, ou une petite question, et après on donnera la parole à Jérôme Darras qui a une question à poser. Anne-Sophie aussi. Voilà, Anne-Sophie. Des questions, c'est concis. Moi, c'est un oui ou un non. Ah, mais j'ai pas besoin de vos. Je sais pas comment le dire gentiment, mais le but c'est pas de commenter ce qui a été dit, c'est d'aller chercher de la nouvelle information, de poser des questions. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Non, bon, bah, non, mais t'inquiète pas. Non, c'est pour juste, ça rappelle un oui ou un non. Vous avez dit, on est plutôt à un consensus entre économistes sur au moins 20 milliards sur les 80 ou 88 d'exonération de cotisation sociale qui seraient inefficaces au-delà de 1,6 SMIC. C'est bien ça? Oui. Les 20 milliards, c'est moi qui l'ai sorti et j'ai dit c'est un calcul de coin de table, mais sur le chiffre au-delà de 1,6 fois le SMIC, la plupart des économistes disent oui, c'est inefficace. Bon, voilà, non, je dis ça parce que comme on a fait une réforme des retraites pour 10 milliards... Je sens que tu vas la placer. Non, mais on a fait une réforme des retraites pour 10 milliards. On fait travailler les gens de 2 ans de plus, donc je me dis, il y a une piste, puisqu'il y a un conclave qui s'ouvre. Peut-être que là, il y a une piste, puisque pour récupérer et qu'on revienne à la retraite à minima de 62 ans. Voilà, je vous remercie en tout cas de vos réponses. Jérôme Darras et Anne-Sophie Romani, on va poser les deux questions. Vous répondez par la suite. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour la clarté de vos exposés. En tant qu'ancien étudiant de l'Université de Lille 1 à l'époque, j'y suis très, très sensible. Je voulais vous demander une confirmation. Vous exposez un élément de désaccord ou de précision et vous posez une question. Le désaccord, c'est sur les exonérations de charges. Vous dites qu'elles sont inefficaces au-delà de 1,6 fois le SMIC. Or, il me semble que les entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale sont des entreprises industrielles dans lesquelles les salaires sont plus élevés que la moyenne des salaires. Et précisément, j'aurais plutôt tendance à dire spontanément qu'il faudrait peut-être moins alléger les charges sur les bas salaires en évitant les effets pervers que cela induit et plus favoriser les salaires plus élevés dans les entreprises qui sont soumises à la compétitivité internationale. La confirmation que je voulais vous demander, si j'ai bien compris, et vous me direz si je me trompe, les aides n'ont pas atteint leurs objectifs. Néanmoins, dans le contexte, notamment le contexte européen dépressionniste que vous avez indiqué, elles n'en étaient pas moins nécessaires. Et puis enfin, la question, bon, on voit bien que les aides qui portent sur la compétitivité coût ne sont peut-être pas très efficaces, mais en revanche, la clé
du problème. On a évoqué la compétition internationale, les États-Unis, la Chine. La clé, c'est bien la compétitivité. Donc, si nous voulons agir au moyen des aides sur la compétitivité, comment pourrions-nous procéder? Quelle aide efficace pourrions-nous trouver pour améliorer dans cette vaste compétition la performance de nos entreprises françaises? Merci, messieurs, pour votre exposé. Vous avez dit tout à l'heure que si les entreprises recevaient des aides, c'est qu'elles en avaient besoin. Moi, je voulais savoir si vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi un phénomène d'opportunité pour ces entreprises. Comment pouvons-nous déterminer qu'une entreprise ait besoin d'une aide? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur ces critères? Et enfin, j'aurais souhaité vous entendre sur les entreprises zombies, celles qui ont, pendant le Covid, été un peu mises sous perfusion. Moi, j'aurais souhaité savoir si aujourd'hui, 5 ans plus tard, ces entreprises, est-ce qu'elles sont rattrapées par la réalité ou est-ce qu'elles sont encore en activité et dans quelle proportion? Voilà. Je vous remercie. Tu veux que je commence? Ah bah tu le diras. Oui, j'ai bien compris votre remarque sur, mais au fond, les entreprises qui exportent en France, 8 à 10 000 entreprises, essentiellement dans le domaine industriel, et les salaires sont plus élevés que dans les services. Et donc, si on veut finalement, oui, c'est du bon sens, favoriser la compétitivité de ces entreprises, ce serait plutôt celle-là qu'il faut subventionner. Mais alors, je dirais, il faut être sûr de ne subventionner que celle-là. Si c'est l'objectif, parce que sinon les sommes d'argent à distribuer sont colossales. Bon. Or, en diminuant les aides sur les plus bas salaires, c'est comme ça qu'on le financerait par un transfert. Oui, alors bon, là, vous vous heurteriez à une autre objection des économistes, c'est que précisément c'est là que peut-être a été observé le plus d'efficacité des aides, parce que manifestement ça a permis de substituer de l'emploi un peu moins qualifié à de l'emploi plus qualifié, bon, et donc à contribuer à permettre l'embauche, à faciliter l'embauche des travailleurs relativement peu qualifiés. Donc là l'efficacité est avérée selon les économistes. Donc oui. Alors en même temps, ça a dû sans doute aussi contribuer à la modération du coût salarial unitaire. Bon. Donc pour le faire, pour vraiment soutenir de cette manière-là, c'est vraiment pas du tout ce que je préconise, hein, mais je pense que je mets cette alerte. Mais pour soutenir de cette manière-là la compétitivité des entreprises, donc plutôt ciblée sur les salaires de la deuxième moitié de l'échelle salariale. Et pour le faire, il faudrait vraiment se dire, bon, ben oui, mais on ne subventionne que les entreprises qui font de l'exportation. Et là, ce sera un autre problème à traiter avec la DG Concurrence. Pour ma part, je pense que il faut s'y prendre autrement que par des systèmes d'aide. On va pas pouvoir suivre encore longtemps dans cette direction, parce que déjà on voit les limites que ça a au niveau budgétaire. 6,6% du PIB consacré aux aides publiques. On peut se mettre d'accord sur le fait que la limite est sans doute atteinte, et ce qui nous attend encore là dans les années qui viennent, c'est sans doute une déferlante du côté chinois, et puis des portes fermées du côté des États-Unis. Donc il faut traiter la question doit se traiter au niveau des règles du commerce international et des règles que nous allons devoir mettre et nous donner, puisque le multilatéralisme est terminé, plus grand monde n'y croit, sauf peut-être l'Union européenne. Il va falloir qu'on se dote de nos propres règles du commerce international et que l'on raisonne de plus en plus sur une base de réciprocité. Alors peut-être pas seulement en termes de droits de douane, mais
bien entendu qu'il faudra peut-être répondre aux droits de douane mis par les États-Unis, mais il y a aussi peut-être d'autres manières de faire. Et une autre manière de faire consisterait à dire, mais l'Europe doit se mettre d'accord en interne sur toute une liste de produits stratégiques ou structurants pour son industrie, qu'elle ne peut pas se permettre de laisser aller à l'autre bout du monde. Bon. Et donc, si vous voulez vendre aux Européens, eh ben, vous devez produire, je ne sais pas, 40, 50, 60% de la valeur ajoutée de ces produits, ou de vos produits, ou de la gamme de produits en Europe. Ça, ce serait une manière coopérative de répondre à une attaque ou une agression, disons, commerciale de certains de nos partenaires, et qui n'entraîne pas de dynamique, disons, comment on pourrait les qualifier, de dynamique régressive. Bon. Si chacun cultive bien son espace économique, l'implantation de ces entreprises qui produisent là où elles sont, qui versent des revenus là où elles sont et qui vendent leurs produits à ses consommateurs, ça fait des espaces macroéconomiques plus cohérents dans lesquels il est plus facile de mettre en œuvre des règles, disons, coopératives de formation de la demande globale. Bon. Donc, alors ça, c'est une idée, elle commence à être un petit peu discutée dans certains cercles d'économistes, mais sans doute que voilà, la réponse n'est plus au niveau des aides publiques. Et il y a un effort de réorganisation bien plus colossal à faire que de traiter la question à cet endroit-là. Et puis, tu réponds à la question de... Oui, c'était sur 2 points. Ouais. Alors, sur les aides, sur les entreprises, que ce soit des aides parce qu'elles en ont besoin, je disais, c'est, on va dire, entre guillemets, le sens commun qui produit ce type de raisonnement, et c'est la traduction de ça, c'est souvent, ce sont les arguments mobilisés pour mettre en place ces aides historiquement. C'est-à-dire les entreprises font face à un coût du travail qui est trop élevé, elles ont une difficulté pour mettre en place des dépenses de recherche-développement et donc innover, et donc pour être compétitives. Donc ce que je dis, c'est la manière dont la question parfois pose problème dans l'opinion, c'est souvent celle-là, et c'est pas celle que c'est pas notre conviction, hein, pour bien préciser les choses. Et ça rebondit un peu sur la question de monsieur. Ces aides, elles ont été inefficaces. Vous disiez, elles ont été nécessaires. C'est un peu ce qu'on montre dans le rapport à propos du crédit impôt recherche. Alors, vous avez eu une audition de l'OFCE il y a 2 jours. Alors, je pense, j'ai vu le graphique où on voit bien la montée en puissance du CIR et puis les dépenses de recherche et développement qui frémissent pas. En fait, ce qu'on a souligné dans le rapport, c'est que ces aides à l'innovation, en fait, elles n'ont fait que compenser le positionnement français dans le commerce international et notamment l'érosion de la base productive, sans changer et sans remettre en selle la France en termes de compétitivité stricte. Donc, oui, on peut dire que ce sont des aides qui ont été nécessaires au sens où elles ont simplement compensé le problème. On peut dire elles ont limité les dégâts. Sauf que nous en sommes là et on a, comment dire, ces aides n'ont pas retransformé la structure et le positionnement de l'industrie française, en fait. Ça. Alors sur les entreprises zombies, par contre, j'avoue, j'ai pas vu passer récemment, donc j'ai pas d'idée sur la question. Il y a peut-être des études, mais là, j'avoue que j'ai pas trop de. On peut s'attendre à ce qu'à la sortie des aides Covid, il y a un effet d'ajustement qui se produise. J'ai pas vu passer de choses récemment sur cette question-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des arguments qu'on entend pour expliquer le retournement assez évident du marché du travail aujourd'hui. Ça fait partie des causes qui sont alléguées, puisque pour certaines entreprises, elles arrivent vraiment au terme de ce qu'elles doivent rembourser à l'État et des aides qu'elles ont reçues, et ça peut faire partie du tableau, mais nous n'avons pas forcément les chiffres. Oui, et puis si ça vous dérange pas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose, mais on arrêtera là, parce que on a tous aussi des oui, choses derrière, à moins que du côté des membres, il y a des questions.
pour un peu plus de précision, mais on laisse la parole au rapporteur. C'est une dernière question qui amène, pareil, une réponse assez courte. Et si, en fait, on réservait les aides publiques aux entreprises qui en ont besoin? Non, mais quand je dis ça, parce que je reviens à ça, c'est que on se dirait, c'est un peu... parce que là, on a un débat, on verse les dividendes, est-ce qu'on soustrait? C'est quand même le scandale, l'opinion publique. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'opinion publique. Hein. Moi, en tant que parlementaire, citoyen, une entreprise qui a un chiffre d'affaires que je ne confronte pas avec son profit de plusieurs milliards, qui verse X milliards en dividendes et qui, la même année, annonce un plan de suppression de 2500 emplois, bon, je vous avoue qu'il n'y a pas besoin d'être... voilà, je suis, pour ma part, choqué. Donc je me dis, bon, ben finalement, si ces entreprises en ont pas besoin, ben voilà. Parce qu'il y a une deuxième question, c'est qu'on n'arrive pas, et peut-être vous pourrez peut-être nous indiquer, les grandes masses, qu'est-ce qui est capté par les grandes entreprises, par les moyennes et par les petites? Parce que, et ça le président pour le coup est assez attentif à ça, c'est vrai, notre réseau TPE-PME, lui il a besoin d'être soutenu, nos ETI pour grandir. Je ne suis pas sûr, et je vais en viser aucune en particulier, mais que les entreprises du CAC 40, est-ce que finalement, même si je reprends votre expression, elles sont perfusées, mais finalement, est-ce qu'elles n'en auraient finalement moins besoin que les autres? Voilà. C'était ma question pour conclure. Je vous remercie en tout cas. Quand même un ou deux éléments de réponse. Oui, ce serait... on peut se poser la question. Et si certaines entreprises, très grandes notamment, qui ont les marchés internationaux ouverts, etc., on ne les aidait pas? Ce serait l'idéal, si on était sûr de pouvoir identifier les entreprises qui en ont besoin, de dire, bon, celle-là, ne bénéficie pas des aides. Les 287 très grandes entreprises françaises. C'est un exemple. Hein. Peut-être, mais qui sait? Ou alors excusez-moi, mais pour bien qu'on affine. La difficulté, c'est que par exemple, il faudrait prendre des ratios financiers. Oui. En disant, bon, allez, toutes les entreprises dont le return on equity, en français, c'est le... Ah oui, c'est très important ici au Sénat français. C'est la rentabilité financière. Toutes les entreprises dont la rentabilité financière est supérieure à 12 ou 13%, modulo le risque qu'il faut prendre en compte, bon, n'en ont vraisemblablement pas besoin, cet argent public. C'est possible de mettre peut-être des critères financiers comme cela. Ceci étant, on va peut-être parfois trouver une PME qui arrive à ces seuils de rentabilité financière, puis on va dire, ah ben celle-là est en très belle santé, hein, puisqu'elle atteint 13, 14, 15%. Oui, mais peut-être à quel prix dans le traitement de la main-d'œuvre, dans le traitement des contrats, etc. Bon. Donc c'est vrai que c'est... Mais on peut penser peut-être qu'en effet, les très grandes entreprises sont en meilleure santé financière qu'en général. C'est une question, hein, oui, j'ai rien à faire. Toutes les études ont montré que par rapport à l'impôt sur les sociétés, le taux a été ramené facialement, je ne sais plus, on est à 26 ou 26% aujourd'hui, je ne sais plus exactement. Mais en fait, c'est très... Ça, c'est... Normalement, tout le monde paye la même chose. Petite entreprise, grande entreprise, ça c'est la loi. Mais avec les dispositifs, disons, d'optimisation fiscale, et parfois, voire parfois de fraude fiscale, les grandes entreprises payent beaucoup moins d'impôts que les micro, pardon, parce que c'est à cause de l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi. Les grandes entreprises payent beaucoup moins d'impôts d'IS que les entreprises de taille intermédiaire et que les PME. Bon, et enfin là c'est, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça va gros, de mémoire de 1 à 2. Bon. Donc en effet, on peut penser que là aussi, il faudra avoir les moyens d'identifier dès l'optimisation fiscale un petit peu trop évidente. Et pour le coup, là, ne pas distribuer des aides. Mais peut-être que je réenfonce ce clou. Je me dis que si on parvenait à contractualiser et à objectiver ceci dans des critères qui existent déjà, dont il suffirait de se saisir, on met un peu de côté cette question-là.
l'État peut la mettre un peu de côté en se disant, bon, on regarde pas ça, on regarde pas ce côté-là. Nous, on regarde si nos objectifs sont atteints et si notre politique est atteinte. Après, s'il y a des effets d'aubaine, s'il y a des entreprises qui continuent à bénéficier d'aides publiques alors que peut-être elles n'en auraient pas besoin, ça devient un peu moins grave dans ce cas-là que dans la situation actuelle. On aurait quand même fait des progrès. L'État au moins pourrait dire, oui, mais enfin, nous, on en a pour notre compte. Bon, si on a arrosé un peu large, peut-être, c'est peut-être inévitable. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout, en fait. D'où la nécessité, je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus, qui s'impose de mettre en place un système d'évaluation qui nous permettrait de nous rendre compte si, alors, en catégorisant, hein, très grande, ETI, PME, si une disposition mise en place d'allègement, d'accompagnement financier, etc., auprès des entreprises, le résultat qu'il y a au bout. Et si on ne l'avait pas fait, quel serait le résultat? Est-ce qu'il serait complètement différent? Est-ce que, je parle par exemple d'une exonération, d'une cotisation, peu importe. Est-ce que si on ne l'avait pas fait pour telle entreprise, est-ce que ce qu'on a fait pour telle entreprise, je parle au niveau de taille, par exemple des grands, aurait provoqué derrière moins d'embauches, plus de licenciements, machin, et moins de création de richesse, mais qui a servi à quoi? Est-ce que finalement le résultat est positif? Il est étal, ou finalement ça a servi à rien, on a acheté l'argent. Mais tant qu'on n'aura pas un vrai dispositif d'évaluation qui demande un peu de temps, un peu d'argent et un peu de simplification, mais pour pouvoir évaluer, il faut des systèmes assez simples aussi. Donc il faudrait qu'on simplifie aussi les systèmes d'accompagnement. Si on fait des usines à gaz, derrière, contrôler, évaluer, c'est quand même, alors contrôler, ça le peut, mais évaluer, c'est quand même pas très simple. Oui, mais on a toujours prêché pour des systèmes simples. C'est possible. Et contrôlables et évaluables. C'est possible. Ce qui l'a rendu difficile aussi au niveau, par exemple, du CICE, c'est que toutes les entreprises y ont été soumises en même temps, au même moment. Donc il n'y a plus de lot témoin et de lot expérimenté. On peut pas comparer de lot. Ça, c'est une difficulté. Mais par contre, il y a eu des études régionales à un moment donné, qui ont été faites par les INSEE régions. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite dans le Limousin et une étude dans les Pyrénées, je crois. Au moins 2, j'en connais, qui avaient examiné des dispositifs locaux, enfin, territoriaux, d'aide aux entreprises. Et ils étaient d'une lecture un peu difficile, bien que ce soit de l'économétrie assez standard, ce qui est fait, parce que ces études mettaient en évidence une efficacité des aides régionales, en particulier sur l'emploi et l'investissement, parce que justement là il y a des lots témoins, on peut construire des comparaisons. Donc de l'efficacité il y en avait, de l'efficience, comme on disait tout à l'heure, quant à savoir combien ça a coûté par création d'emplois et emplois pérennes. Bizarrement, ces études s'arrangeaient toujours pour qu'il nous manque un chiffre pour qu'on arrive à faire la règle de 3. Donc on n'arrivait pas à avoir ce résultat. Mais cette idée peut être et entièrement financée par la puissance publique. Par groupe test, avant de généraliser. De dire, avant de mettre en application un accompagnement financier, une aide, etc., pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur un panel d'entreprises de différentes tailles, de différents secteurs, très limités? On évalue, et derrière, on voit si on généralise ou pas. Anne-Sophie Romani, tu voulais... On parle de simplification. Enfin, quand on voit qu'on a plus de 2000 dispositifs d'aide, enfin, tu parles de simplification pour les entreprises, ça nécessite quand même pour les entreprises d'être expertes en recherche d'aide. Enfin, quand on a plus de 2000 dispositifs d'aide, peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir à rationaliser ces aides, voir s'il n'y a pas des doublons dans les aides. Moi, j'ai du mal à imaginer que sur les 2200 dispositifs d'aide, il n'y ait pas des doublons et peut-être des choses qui... voilà. Et peut-être que commencer par cette simplification-là permettrait d'évaluer derrière, parce que évaluer plus de 2000 dispositifs... Enfin, on en reparle dans 60 ans, on n'a toujours pas avancé, quoi. Donc, il y a peut-être aussi ce travail à faire en amont. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais moi, je partage entièrement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a besoin de rationaliser. Et puis, cette complexité, c'est un peu ce qu'on a esquissé lors de quelques auditions. Elle permet, en réalité, à des grands groupes de capter une majorité parce que elles savent remplir les dossiers, elles ont les juristes, elles sont armées d'avocats. Bon.
Et le petit entrepreneur, pour aller chercher 10 000 euros de crédit d'impôt, recherche, 5 000... bon, mais lui, il voit la montagne de dossiers. Et ça permet, pardon à le dire, à des acteurs que je considère comme vautours ou requins, de se spécialiser, d'aller voir des entreprises et de dire bonjour, nous on peut aller vous chercher. J'ai eu d'ailleurs hier un entrepreneur de mon département qui est dans le monde de l'événementiel, qui fait des caisses automatiques pour l'événementiel, et qui me dit tiens, j'ai été approché, j'ai vu que tu menais une commission d'enquête, il me dit tu devrais te regarder ça de plus près. Je dis c'est pas le but, mais ce qu'il me dit, je viens d'être approché par une entreprise qui m'a proposé pour 20% de l'aide d'aller chercher du crédit d'impôt recherche parce que mon système de caisse est innovant, ce qui est vrai bon, pour les festivals, etc. Mais il dit, bah, j'ai refusé. J'ai fait un peu d'innovation. Enfin, une caisse est une caisse. Il m'a dit ça comme ça, je reprends ces termes. Et il me dit, non, mais parce que votre concurrent principal, lui, j'ai été lui chercher 100 000 euros de crédit d'impôt recherche. Donc ça vous fait 80 000. Donc il me dit, bon, voilà, moi je refuse parce qu'il me dit, voilà, je ne souhaite pas le faire. Mais y compris, ça permet à des entreprises comme ça de se spécialiser, dans aller monter des dossiers pour les TPE, PME. Et là aussi, bon, c'est pas l'objet de notre commission d'enquête, mais tiens, en réfléchissant à ça, d'aller regarder de plus près ces entreprises qui vont chercher 20 ou 30% des aides et qui permettent de monter des dossiers. Donc, moi, le renationaliser et pouvoir identifier et pouvoir mieux contrôler, je pense que c'est... Bon, désolé, excusez-nous, si je puis me permettre sur ce sujet de la complexité, je suppose que quand on arrive au chiffre de 2000, qui est celui que vous avez exposé sur la page du Sénat, je pense qu'on compte les aides régionales, j'imagine, et qu'on compte à chaque fois toutes les aides régionales. Donc, comme elles ont toutes à peu près le même panier, ça fait 10 fois. Alors, bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, en région, c'est vrai que les aides se sont considérablement multipliées. Les vecteurs et les formules d'aide se sont, ont fleuri, si j'ose dire. Il y a même des sites de région, ça vaut le coup d'aller voir, où on rentre sur le site d'une région. Dans les 3 principaux onglets, il y a aide. Donc la région se présente un peu comme un guichet qui va avoir une réponse à tous les problèmes qui se posent dans la région. Bon, et je pense qu'en effet, là, il y a un effet de chalandise que vous avez bien décrit. Si on ouvre le catalogue et qu'on a à côté de soi un expert ou un juriste, on va forcément trouver dans le catalogue quelque chose pour l'action A qu'on s'apprête à faire demain et l'action B qu'on s'apprête à faire après-demain. Peut-être qu'une chose, alors je sais, peut-être que les régions nous écoutent, mais qu'on pourrait faire, c'est quand même de les délivrer de ce piège. Je pense que les hommes et les femmes politiques en région, du fait de la proximité avec le territoire, sont un peu obligés d'afficher qu'il y a des réponses politiques à tous les problèmes qui se posent sur le territoire, et grosso modo, un problème, une aide. Mais ça ne veut pas dire que les aides sont surmobilisées, ça ne fait pas non plus des sommes énormes. On a vu, c'est plutôt autour de 6 ou 7 milliards, je crois, en région, ce que les régions dépensent. Mais enfin, quand même, ça pourrait être un des angles de la simplification, d'aider les régions à ne pas le faire d'une certaine manière. Je ne sais plus qui c'est qui me disait que rien qu'à des aides à la décarbonation au niveau régional, si on prend région plus les chambres de commerce, on est à 600 dispositifs différents. Bien, merci beaucoup, messieurs, monsieur Cordonnier, monsieur Méliès, merci. C'est tellement passionnant qu'on pourrait y passer encore du temps. Mais voilà, moi je suis en dehors de la commission d'enquête. On peut très bien de temps en temps avoir des échanges. Et étant également président de la délégation aux entreprises, ça peut faire partie des sujets qu'on peut aborder à un moment, sur une table ronde ou des choses comme ça. Voilà. Bien, merci beaucoup de votre disponibilité et des propos tenus. Et merci à chacun pour vos présences.